tous et bienvenue pour le retour du soleil pour tout le monde. Il va falloir encore patienter. Evelyne Delia nous annonce en effet que 4 départements du centre-ouest restent en vigilance crue et inondation, d'autant que la pluie revient sur ces régions jusqu'au Massif central et la Lorraine. Il y aura des averses, du vent et parfois des orages dans le nord-ouest. Quelques orages aussi près des frontières de l'Est. Les températures, 9 degrés pour la minimale cet après-midi à Aurillac, 14 à 16 en Bretagne et en Normandie, 17 à Toulouse, 19 à Grenoble et jusqu'à 22 quand même à Nîmes et Perpignan. Justement, partons dans ce coin-là pour aller chercher le ciel bleu. Ça va nous faire du bien. À Collioure, ce matin, les vacanciers et les habitués étaient sur la plage et en terrasse, presque comme en plein été. Loane Leroux et Manon Scarcello nous en font profiter. Rien n'est plus reposant que le bruit des vagues, de prendre un bon bol d'air face à la mer. C'est trop beau, il y a une petite brise qui nous caresse la peau. Voilà, c'est magnifique. En terrasse, ces vacanciers venus de Lyon programment leur journée. Alors après, marcher, qui ne pouvaient pas mieux commencer. Je dis un bon petit-déj et puis on prend le soleil, on essaye de bronzer. Ça va aller? Impeccable. Sous 18 degrés au soleil, même les habitués ne s'en lassent pas. C'est magnifique. et tous les matins vous êtes là? Presque. Allez, bonjour. Bonjour. Avec 300 couverts par jour, la saison démarre pour cette serveuse au cadre de travail idyllique. Au lieu d'être dans un bureau, nous on est en bord de mer et on travaille, on voit du monde tous les jours. Du monde qui a le sourire. Ouais, ça fait du bien aussi. Sur la plage, Jules, 13 mois, est un peu plus courageux que son papa. Elle est un peu fraîche, mais lui, il a l'air motivé pour y aller quand même. Bon, moi, j'irai pas. Je vous confirme que j'irai pas. Mais franchement, c'est agréable à cette période de mettre les pieds dans l'eau. Franchement, c'est chouette, ça fait du bien à tout le monde. L'eau est à 15 degrés, alors certains préfèrent les raquettes. C'est le moment de se perfectionner, c'est fait pour ça les vacances de Pâques. Et c'est qui le meilleur pour le moment? C'est papa. Allez, une dernière balle. Moins fort, moins fort. Avant les tournois dans 2 mois. Autre image de la matinée, des fidèles qui ont attendu jusqu'à 4 heures pour pouvoir se recueillir devant la dépouille du pape François. Et certains renoncent déjà, vu l'affluence. Le cercueil du Saint-Père a été transféré en procession. Il est désormais exposé à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. Ignacio Bornassin et nos équipes sur le terrain. Au son des cloches et des applaudissements, le cercueil du pape François rejoint la basilique Saint-Pierre. Les évêques, les cardinaux, la famille pontificale, les proches collaborateurs du pape l'accompagnent pendant la procession. Ils sont les premiers à pouvoir s'incliner face au défunt souverain pontife, placé au cœur de la nef. On va pouvoir bientôt rentrer? À l'extérieur, la foule qui a assisté à la procession s'impatiente. Tous savent qu'ils vivent un moment historique. Fidèles, touristes, certains attendent déjà depuis de longues heures. Ah, on est prêt, on va passer la journée s'il faut. Ouais. À 11 heures, les barrières s'ouvrent enfin. Des milliers de personnes se pressent à l'intérieur de la basilique. 2 mètres séparent les fidèles du cercueil ouvert du pape. Le temps est chronométré, 2 minutes par personne pour rendre hommage. Nos équipes ont pu recueillir les premiers témoignages des fidèles à leur sortie du Vatican. C'était tellement émouvant. On attendait depuis 7 heures du matin dans la queue. Une énorme émotion, un moment tellement puissant. Je me sens honoré d'avoir vécu ça. J'ai senti l'envie de crier, mais de pleurer. Un important dispositif de sécurité est maintenu à l'entrée du Vatican, avec des fouilles, des passages de portiques, avant de pouvoir accéder à la place Saint-Pierre. Le corps du pape François sera exposé aux fidèles jusqu'à vendredi soir, alors certains retenteront leur chance plus tard. Il y avait trop de monde, on reviendra vendredi. D'autres, qui ont assisté aux fêtes pascales à Rome, se contenteront d'avoir vécu cette procession. On garde ce cadeau de l'avoir vu une dernière fois sur la place Saint-Pierre dimanche, d'avoir reçu sa bénédiction. Les portes de la basilique resteront ouvertes aux fidèles jusqu'à minuit ce soir et ouvriront à nouveau à 7 heures demain.
Et notez que sur notre antenne, samedi matin, vous pourrez suivre les funérailles du pape François. Édition spéciale présentée par Anne-Claire Coudray, Gilles Boulot et depuis Rome par Margot Haddad et Darius Rochebain avec de nombreux invités. Autre titre de l'actualité, ce rebondissement dans l'affaire dite de Betaram. La fille du Premier ministre François Bayrou, ici en photo, révèle avoir été elle-même victime de violences lorsqu'elle était adolescente et scolarisée dans cet établissement. Elle assure n'en avoir jamais parlé à son père. Son témoignage s'ajoute à 200 plaintes déjà déposées dans ce dossier. Les détails avec Gwenaëlle Bellec et Guillaume Vuitton. C'est un témoignage choc. Celui d'Hélène Perlan, la fille aînée de François Bayrou, à son tour témoigne des graves violences dont elle a été victime à Betaram, sans jamais en parler. Les faits, dit-elle, se sont déroulés dans un camp d'été organisé par le collège. Le père Lartiguet me saisit d'un coup par les cheveux. Il me traîne au sol sur plusieurs mètres et me roue de coups de poing, coups de pied, sur tout le corps. Le contexte, dit-elle, le père Lartiguet, décédé depuis, la jugeait perturbatrice. Dans Paris Match, elle rapporte ses propos. Toi, la fille Bayrou, insolente comme ton père. Hélène Perlan n'a jamais parlé de ce passage à tabac. Cette défenseur des enfants a lu son témoignage. En le lisant, je me disais, mais que de souffrance intérieure, parce que même si elle dit qu'elle l'a étouffé, elle a vécu quelque chose de fort. Elle explique le silence des enfants. Ils ont le sentiment qu'ils ne vont pas être crus, qu'ils ne vont pas être entendus, et donc ça ne sert à rien. À la question qui est posée à Hélène Perlan, en avez-vous parlé à votre père? Ni de près. Je suis restée 30 ans dans le silence. Pas une allusion à personne. Mon père, j'ai peut-être voulu le protéger inconsciemment. Jusqu'à il y a quelques semaines, François Bayrou, dit-elle, ne savait pas qu'elle était victime et qu'elle allait témoigner. L'actuel Premier ministre a toujours affirmé qu'il n'était pas au courant de ces graves violences. J'ai dit que je ne savais pas. Je savais pour cette plainte qui avait été posée sur une plaque. J'ai demandé une inspection. Cette inspection a été conduite jusqu'à son terme. Dans ce dossier, une plainte a été déposée contre François Bayrou pour non-dénonciation de crimes et délits. L'actuel Premier ministre sera entendu le 14 mai prochain par la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Betaram. Une série d'incendies la nuit dernière à Tours, dans les Deux-Sèvres. 21 voitures ont brûlé, des feux déclenchés à Thouars. Une série d'incendies à Thouars, pardonnez-moi. 21 voitures brûlées, des feux déclenchés dans plusieurs rues et qui se sont propagés parmi les pistes privilégiées, celles de représailles après des opérations récentes contre le trafic de stupéfiants. Des habitants sont sous le choc, vous allez le voir, ils se retrouvent sans véhicule. Sur place, Nicolas Hess et Renan Hellec. Sur ce parking, des carcasses de voitures calcinées. Elles ont été incendiées cette nuit. Robert habite juste en face. Vers 3 h du matin, il a été réveillé par des explosions et une forte lumière. Les explosions, ça devait être les pneus ou les... je sais pas, enfin les trucs des voitures là. Mais enfin, c'était vraiment impressionnant. Il n'y avait pas besoin d'éclairage. Vous vous rendez compte ce que ça fait tout ça là? En tout, plus d'une vingtaine de véhicules a pris feu dans plusieurs endroits de la ville. Des riverains ont pris des photos cette nuit. Une cinquantaine de pompiers a été mobilisée. Ce matin, cette habitante est venue voir ce qu'il reste de son véhicule. J'ai clairement eu les boules parce que je suis en garde alternée avec le papa de mes enfants. Il faut que je fasse des déplacements du coup pour l'école 1 semaine sur 2. Et là, sans véhicule, je ne sais pas comment je vais les mettre à l'école, quoi. Quelques rues plus loin, triste découverte aussi pour cet employé qui devait se rendre à son travail. Un voiture automatique parce que je suis handicapé. J'ai le type handicapé aussi pour me garer. Et ben, du coup, je peux plus aller à mon travail. J'étais effondré ce matin. Ouais, c'était dur. Pour les habitants de cette commune de 14 000 personnes, c'est l'incompréhension. La ville dispose de caméras de surveillance et d'une police municipale. C'est bête, quoi, c'est tout, c'est idiot. S'attaquer à des gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, pour les machins, c'est surtout ça, quoi. Comment expliquer un tel phénomène? Selon nos informations, il pourrait s'agir d'actes de représailles liés à de récentes opérations de lutte contre le trafic de drogue. Une enquête a été ouverte.
Je laisse la police travailler, on est en zone police nationale, je les laisse faire, on exploite les images de la vidéoprotection et je n'ai pas d'informations à l'heure qu'il est. En décembre 2023, la ville avait déjà connu un tel phénomène. À l'époque, 25 voitures étaient parties en fumée et une personne avait été interpellée. Le chiffre du jour sort du panorama des polices municipales pour 2025. On apprend que dans 55 communes interrogées, 51 ont fait le choix d'armer leurs policiers, une très grande majorité. Donc nous avons voulu voir très concrètement ce que cela change. Voici 2 exemples, 2 méthodes différentes dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. C'est avec Marjorie Lemeur et Thierry Chartier. Depuis 1 an et demi ici, un geste devenu habituel pour la police municipale, récupérer son arme à feu avant le service. Une décision qui divise cette commune de 5000 habitants. Je pense que c'est vraiment un côté rassurant pour tout le monde, pour tous les citoyens de la ville, quoi. Je pense pas qu'il y ait vraiment de la grosse violence par ici. Donc l'armement, peut-être inutile, je ne sais pas. La ville a investi 10 000 € pour équiper ses agents. 3 ont été recrutés. Parmi les raisons, l'armement nécessaire selon eux pour dissuader. Je suis intervenu une fois dans une maison pour des violences conjugales. Le gars, il a ouvert la porte, il avait un marteau de charpentier à la main. Quand il a vu que j'étais armé, il a posé son marteau. Les commerçants aussi sont rassurés. On sait que si la police est armée, elle peut au moins rivaliser avec demain une fréquentation un peu douteuse, quoi. Autre dispositif pour assurer la sécurité, ces caméras de surveillance, une centaine déjà installées pour des résultats satisfaisants selon le maire. C'est 25% de taux d'élucidation, enfin de délinquance en moins, 50% des cambriolages qui ont été élucidés, qu'on a trouvé grâce surtout à la vidéoprotection, et l'armement jumelé, les deux cumulés baissent quand même sensiblement la délinquance. Dans cette autre commune, 2 fois plus d'habitants, mais aucune arme à feu pour la police municipale. Son rôle ici, c'est d'abord la prévention. Il y a un rôle de police de proximité, on n'a pas forcément besoin de l'arme au quotidien. Un sentiment globalement partagé par les habitants. Par rapport à des grandes villes, je ne suppose pas qu'ils ont intérêt d'être armés ici. La mairie a préféré investir 400 000 € pour assurer la présence de la police municipale sur le terrain de 7h à 20h30. Je me suis plutôt orienté vers un développement des effectifs de la police municipale. J'ai doublé le nombre d'agents de la police. Contrairement à cette commune, plus de la moitié des policiers municipaux sont armés en France. Sur le front des inondations, 4 départements restent en alerte orange et notamment la Dordogne où l'eau est encore montée la nuit dernière et cela continue par endroits car il pleut en ce moment. À Montpont-Ménestérol, des habitants se sont retrouvés piégés dans leur maison. Certains ont été évacués tôt ce matin, d'autres doivent patienter comme nous le montrent Antoine Casabonne et Jordi Demory. Ces pompiers interviennent en urgence auprès de ces habitants. D'accord, vous avez de l'électricité ici? Oui. Ouais. Okay. Vous êtes sous oxygène en permanence, vous, monsieur? Oui. À Montpont-Ménestérol, dans ce quartier, ces retraités ont été pris de court par la montée des eaux. Il n'y avait rien sur la route, là. Hier soir, il n'y avait rien? Oui, il n'y avait rien. On s'est couché vers les 10h, 11h, il n'y avait rien encore. Ça a été très rapide, on ne s'y attendait pas quand même. On ne s'attendait pas qu'il allait avoir l'eau, là. Et puis il paraît que c'est pas fini. Après 4 jours marqués par des inondations records en Dordogne, la décrue tarde à s'amorcer dans cette commune. T'avais un prix pour le chien ou quoi que ce soit, c'est quoi? Ces habitants emportent avec eux au plus vite du matériel. Le niveau de l'eau est toujours élevé et la pluie continue de tomber. Ça nous inquiète toujours encore un peu plus parce qu'au fur et à mesure ça augmente et on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi. On en a déjà vécu mais là c'était la plus grosse inondation qu'on a eue. Ouais. Cette mère de famille est évacuée par les pompiers. Pour ce voisin, il est déjà trop tard. L'eau s'est infiltrée dans sa maison. 8 cm en l'espace de même pas 2 heures qui sont arrivés. Vous n'avez pas eu le temps de protéger quoi que ce soit? Non, c'est impossible. Impossible de pouvoir protéger, on ne peut pas. C'est pas possible. Bon, les meubles, on va pouvoir s'arranger, mais déjà c'est surtout évacuer toute cette eau parce que c'est monté vraiment très 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 vite. Des habitants pris au piège, encerclés par les eaux. C'est le cas dans cette maison. Le moteur du portail de Lydie est noyé, impossible de l'ouvrir.
On est complètement bloqué, oui, pour l'instant. Ce qui est inquiétant quand même, c'est qu'il pleut encore un peu, donc j'espère que ça ne va pas atténuer cette décrue. Malgré les cumuls de pluie, la décrue est toujours prévue. Le niveau des rivières et cours d'eau devrait baisser tout au long de la journée. Et justement, dans les communes où l'eau se retire, les sinistrés commencent à mesurer l'ampleur des dégâts. C'est le cas des agriculteurs très touchés, vous allez le voir, pour leur culture et pour leurs bêtes. À Saint-Astier, à Tonac et à Douzillac, Alexandra Viera, Christophe Brousseau et Céline Moreau. Ici, ça c'est des pieds de maïs. Ça. 10 cm d'eau recouvrent les jeunes pousses de maïs. Quand il est en cours de levée, entre le stade où on le sème et la levée, il ne peut pas rester plus de 48 heures sous l'eau sans oxygène. Après, il meurt. Certaines feuilles sont déjà sorties et pourraient tenir quelques jours de plus. Mais avec la pluie, l'eau risque de stagner dans les champs. Il faudra ressemer sur une vingtaine d'hectares. 10 000 € à dépenser à nouveau pour une récolte qui s'annonce d'ores et déjà moins abondante. Le maïs qu'on va semer, si la météo continue comme ça au 10 ou 15 mai, n'aura pas le même rendement que celui qu'on aurait pu espérer avec un semis de début avril comme on a fait. Parce que le maïs, c'est comme une usine. Plus longtemps est produit, plus c'est produit. C'est pour ça qu'on essaie de semer le plus tôt possible. Jean-Luc, lui, a préféré ne pas semer trop vite cette année. Mais avec la crue, il ne pourra pas le faire avant au moins 10 jours. On va embourber les outils sur 50 cm là. Il faut attendre. Mais l'année dernière, on a semé de bonne heure et on a eu un excès d'eau qui a fait après que les graines ont pourri dans le sol. Donc cette année, on a décalé, on a préféré attendre et c'est l'inverse. Excès d'eau pour semer maintenant. On ne fait rien pour l'instant et quand il va faire beau, on mettra les bouchées doubles. La rivière a également inondé les pâturages de cet éleveur. Ces vaches limousines doivent donc rester au sec dans les bâtiments. C'est que depuis 4 jours, là, il a fallu rentrer les vaches rapidement parce que c'est pas top pour elles de s'enfoncer jusqu'au ventre dans les parcelles, quoi. Elles ont tout des veaux, donc compliqué de les lâcher dans des parcelles où elles peuvent s'enfoncer au risque de rester bloquées, quoi. Alors que ces vaches devraient manger de l'herbe fraîche à l'extérieur. Là. Guillaume est obligé de les nourrir avec du foin et des compléments. En ce moment, elles devraient être dans l'herbe, se débrouiller toutes seules, effectivement, et pas avoir d'aliment. Au jour d'aujourd'hui, l'aliment est pas donné, est quand même onéreux, il faut le dire. Je crois qu'on rachète sûrement. Il faudra au moins plusieurs semaines avant que les bêtes ne puissent de nouveau sortir dans les champs. Heureusement, la pluie devrait cesser demain. Dans l'actualité également, cette problématique que l'on découvre dans plusieurs régions. Des camions garés la nuit sur les bandes d'arrêt d'urgence de l'autoroute ou sur les bretelles d'entrée, car ils ne trouvent plus de place sur les aires de repos. C'est très dangereux. Régulièrement, des policiers interviennent pour leur demander de partir et pour les verbaliser. Marion Fiat, Zoé Charonnet et Max Ragazzi viennent de le constater dans le Nord. Ça va se mettre ici. Ouais, jusque-là. Il est 20h30 dans ce centre de surveillance des autoroutes. Et déjà, des poids lourds commencent à stationner le long de la bande d'arrêt d'urgence pour y passer la nuit. Forcément, il y a moins de visibilité, l'autoroute n'est pas éclairée, donc faut le faire pour dormir en bande d'arrêt d'urgence 8 heures sur l'autoroute. Personnellement, en connaissant le métier, je ne le ferai pas. Alors les CRS décident d'intervenir pour les déloger. Celui-ci est garé sur une voie d'insertion et comptait dormir ici. Quand on voit un poids lourd comme ça qui est en chevauchement, les gens ont tendance à se bifurquer et ça occasionne un problème de conduite et de sécurité. Vous allez voir, c'est encore pire quand on arrive sur les aires. Et justement... On est sur quelle nationalité là? Une longue file de camions s'allonge juste en bordure de route. Les chauffeurs sont obligés de faire leur pause. Celui-ci tente de se justifier. La route est barrée, direction Dunkerque. Je fais le demi-tour, j'entrais pour faire la pause. Je comprends, mais là, avec le poids lourd qui est rangé comme ça, quand les gens y rentrent, ils sont obligés de se mettre sur la voie de droite. Et c'est trop dangereux. 2 poids lourds, ça passe pas ici. L'argument ne tient pas. Il reçoit une amende de 135 € et il est prié de partir. Pour les automobilistes qui circulent une fois la nuit tombée, ce phénomène de plus en plus répandu est particulièrement gênant. C'est plutôt dangereux. Mais et là, typiquement à l'entrée de l'aire d'autoroute, c'est vrai qu'il y a un camion qui est garé sur la gauche, qui empêche d'accéder, de venir jusqu'ici. Cédric est chauffeur routier. Il roule 400 km chaque jour. Mais lors de ses pauses obligatoires, toutes les 4h30, il n'y a pas de place du tout. Impossible pour lui de se garer
Les aires sont saturées. Comme vous pouvez le constater, je suis stationné ici, donc on tourne, on essaye de trouver. Parfois on a un peu de chance, mais bon, c'est pas tous les jours. Les compagnies de transport réclament plus de places de stationnement pour la sécurité de leurs chauffeurs, mais aussi de tous les usagers de la route. Nous n'avons jamais mangé autant de chips, plus 42%. En 10 ans, 1 kilo par an et par personne en moyenne, cela en fait des paquets. Alors voyons pourquoi ce produit en particulier nous fait autant craquer. Le secteur a-t-il raison de lancer toujours de nouveaux goûts? Tiffaine Leproux, Marine Chaise et Anthony Serron. Elles ont beau être légères en bouche, vous en avalez en moyenne plus d'1 kilo par an et par personne. Parce que c'est bon, tout simplement. Pour manger avec une salade, avec de la viande froide. Pour les petits-enfants et pour l'apéro. Oui, la chips ne se mange plus uniquement au pique-nique du samedi midi, mais aux apéritifs, à la pause déjeuner. Du jamais vu en France, les ventes ont bondi de 42% en 10 ans. Dans les rayons, l'offre déborde. Le nombre moyen de références est passé de 108 à 120 en 5 ans seulement. On s'ouvre à un élargissement de la gamme pour toujours offrir plus de choix aux clients qui est toujours en recherche d'innovation et de nouveautés. En effet, le succès tient beaucoup à cela. L'arrivée en quelques années sur le marché de marques qui ont tout, vraiment tout misé sur le goût. Certaines vous en proposent pas moins de 35 différents. Bleu pancetta, miel moutarde, aioli ou pour Amandine. Chèvre piment d'Espelette. Plus audacieux, vous laisseriez-vous tenter par camembert ou bien pastis. Bon, moi j'aime pas trop. Tous les ans, cette entreprise teste près de 300 saveurs pour en sortir in fine dans les rayons, 3 en moyenne chaque année. La stratégie, plaire à tout le monde. Il y a cet effet Madeleine de Proust, il faut que pour le consommateur au moment de l'acte d'achat, ça rappelle quelque chose. Et même si les paquets ne sont jamais remplis à ras-bord, les chips restent peu chers. 1,30 € en moyenne les 125 grammes. C'est aussi ce qui vous convainc. Même si le prix a augmenté, ça reste très accessible. Donc, dans cette période de crise très anxiogène, où on a besoin un petit peu de décompresser, c'est le petit plaisir accessible. Plaisir qui n'en reste pas moins gras. Sachez tout de même qu'une chips contient en moyenne 30% de matière grasse. En Corse, des maisons menacent-elles de s'effondrer sur les magnifiques falaises de Bonifacio. Des habitants ne peuvent plus vivre chez eux et ils dénoncent 2 poids, 2 mesures. Les touristes, en effet, eux, peuvent continuer de passer tout près de leur logement. Emmanuel Rouillon et Philippe Pelletier sont allés essayer de comprendre ce qui pose problème. Bonjour messieurs. Marie-Pierre vivait dans cette maison, mais depuis 2 ans, elle a été délogée par les services de l'État et ne peut plus y retourner. Alors que sur cette place juste à côté, des centaines de touristes viennent chaque jour photographier la vue. Il y a certaines absurdités qu'on ne comprend pas. Je ne peux pas rentrer là, mais je peux me promener ici. Je peux aller jusque là en fait. Là j'ai le droit. C'est dangereux partout. Mais là, vous avez une espèce de tolérance préfectorale. Les gens sont autorisés. Regardez la dame avec sa poussette, il doit y avoir les bébés à l'intérieur. Ils peuvent aller jusqu'au bord de la rambarde. Et pourtant là, ils sont en zone d'effondrement élevé. Sur place, aucune signalétique. Personne ne semble être au courant qu'il existe un potentiel danger, que les falaises pourraient un jour s'effondrer. S'il y avait eu un panneau, on aurait réagi différemment, effectivement. Non, je ne savais pas. Bah si c'est ouvert. On ne savait pas. Tant que c'est ouvert au public, on se dit que ça va. Je dis que ça va peut-être pas tomber de suite, hein. Donc on a encore espoir que ça tienne encore un peu. Alors, comment expliquer que sur plusieurs de ces zones ici en rouge, classées au même niveau de risque par les géologues, certaines soient accessibles et d'autres plus? Quand nous l'avions rencontrée l'année dernière, Marie-Pierre nous avait fait rentrer dans son appartement et déjà à l'époque, elle ne comprenait pas son évacuation. Regardez, rien n'a bougé. Il n'y a pas de fissure. Pour les services de l'État, ce sont des mesures de précaution visant à protéger les propriétaires des maisons. On a recommandé que les 2 places soient fermées physiquement lors des événements météo majeurs. Si dans quelques années, sans pouvoir le dater, mais dont on sait aujourd'hui que le risque existe, si le décrochage intervient et si des personnes sont à l'intérieur, c'est la catastrophe.
En cas d'alerte météo niveau orange, ces grilles bloquent tout accès à la place, limitant ainsi l'affluence pendant les périodes à haut risque d'éboulement. Voyons maintenant quel est le point commun entre la boccia, Léon Marchand et le cécifoot. Alors jusque-là, c'est assez simple. Mais si je rajoute maintenant le dictionnaire, c'est moins évident. Sachez que cette année, les derniers Jeux Olympiques et Paralympiques font entrer plein de nouveaux mots dans le dico. Êtes-vous déjà assez calé? Annie Bazard, Julien Garel et Michel Izard sont allés vérifier ce matin. Il nous a fait rêver en offrant 4 médailles olympiques à la France l'été dernier. Un nom et un palmarès gravés dans l'histoire et désormais écrit noir sur blanc dans le dictionnaire français. Léon Marchand, oui. Évidemment, c'est notre star des JO. C'est ça, ouais. C'est la mascotte des JO. La mascotte, ouais. C'est assez remarquable comment il a bien réussi aux JO, etc. Il a bien représenté la France, en effet. Et il n'est pas le seul. La cycliste et championne olympique Pauline Ferrand-Prévot, elle aussi, est à l'honneur et entre dans les pages célébrités. Et la magie continue. Les JO, décidément stars de ce millésime 2026, ils permettent aussi de faire connaître de nouveaux sports, notamment paralympiques, comme la boccia. Ça n'a pas à voir avec la nourriture ou non? Tu vois, moi ça me fait penser à focaccia, quoi. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est italien? C'est pas une danse, non? Alors en effet, boccia, c'est italien. Ça signifie boule, mais c'est surtout la discipline dans laquelle a brillé notre championne Aurélie Aubert. Autre sport. C'est foot et le foot sur les fauteuils, du coup. Le foot pour les aveugles. Bravo, c'est exactement ça. Bon, je découvre un mot. De nouveaux mots. Reflet d'une société plus ouverte. Simple effet de mode? Non, répond cette porte-parole du Petit Larousse illustré. On rentre dans le Petit Larousse, mais on n'en sort quasiment jamais. C'est l'usage de ces mots qui va faire qu'on va les choisir, nous, pour rentrer dans le Petit Larousse. Au-delà des Jeux paralympiques, cette nouvelle édition fait la part belle au handicap et aux personnes à mobilité réduite, les PMR. C'est bien qu'on arrive à intégrer les personnes en situation de handicap beaucoup plus facilement, etc., qu'avant c'était possible. Et que ça arrive un petit peu tard, effectivement. En tout, 150 nouveaux mots font officiellement leur apparition dans la langue française. Nous poursuivons avec un nouveau problème du quotidien à résoudre pour vous, Valentin Després. Bonjour Marie-Sophie. Dans le 13h à vos côtés aujourd'hui, c'est Dominique qui nous pose cette question. Elle habite à Guipry-Messac, en Ille-et-Vilaine. J'ai reçu un avis de saisie administrative pour une amende forfaitaire majorée de 375 € qui sera prélevée sur ma pension de retraite pour une infraction de stationnement datant de 2003. Je n'ai aucun souvenir. Que puis-je faire? Alors on entend le désarroi de Dominique. Une amende va lui être prélevée sur sa pension de retraite. Cela pourrait être aussi sur un salaire. Valentin, dans quel cas est-ce que cela peut arriver? Dans de très nombreux cas, c'est ce qu'on appelle une saisie des rémunérations. En fait, elle peut intervenir quand vous avez une dette, quelle qu'elle soit, pour une amende non réglée, par exemple, comme Dominique, mais pas seulement. Ça peut être aussi un crédit à la consommation non remboursé, des loyers impayés ou plus simplement une facture d'énergie non acquittée. À chaque fois, au bout d'un moment, si vous ne payez pas, ces sommes peuvent être saisies sur vos comptes bancaires ou sur vos revenus. Mais qui a le pouvoir de prélever cet argent? Alors, soit c'est l'État, via une saisie administrative à tiers détenteur, c'est ce qu'a reçu Dominique, regardez, pour une amende de stationnement majorée de 375 € prélevée sur sa pension de retraite, ou bien lorsque c'est une personne privée qui vous réclame de l'argent, une entreprise ou votre fournisseur d'énergie, là, ce sont des commissaires de justice qui interviennent. Mais attention, ils ne peuvent pas se servir comme ça, ils doivent, la plupart du temps, être munis d'une décision de justice. Alors justement, rassurez-nous, on ne peut quand même pas retirer l'intégralité du salaire ou de la pension. Non, il y a une limite et elle est très précise. Déjà, si vous gagnez moins de 646,52 € par mois, c'est précis, c'est le montant du RSA, oui. Vous ne pouvez pas être saisi. Au moins, là, c'est simple. Et puis, ensuite, il y a un barème. Vous pouvez d'ailleurs faire le calcul chez vous sur le site du ministère de la Justice, justice.fr, dans la partie simulateur. Vous rentrez votre revenu, le nombre de personnes à charge et vous obtenez la somme maximale que l'on peut vous prélever. Par exemple, pour le SMIC, qui est à 1 430 € net, 100 personnes à charge, c'est 210 € maximum. Bon, si on revient à Dominique, le problème, c'est que pour elle, il s'agit d'une amende très ancienne, de plus de 20 ans.
Ça fonctionne quand même. Eh bien oui, en tout cas d'après une avocate spécialisée que j'ai contactée, c'est étonnant, mais techniquement c'est possible. En revanche, ce qui est plus étrange, c'est que Dominique n'a pas reçu de courrier, de relance sur cette contravention pendant toutes ces années. Alors justement, comment doit-elle s'y prendre? Doit-elle contester? Oui, elle peut. Elle a 2 mois exactement pour contester. Alors, pas l'amende de stationnement en elle-même. Le dossier est refermé depuis bien longtemps. On n'allait pas dire que ce n'était pas vous au volant. Là, c'est trop tard. Mais contester la saisie, oui, par lettre recommandée. Dominique peut expliquer qu'il y a peut-être une erreur d'adresse, qu'elle n'a pas été informée. Surtout qu'elle m'a dit avoir déménagé 3 fois pendant cette période. Ça peut éventuellement lui permettre de négocier ou de tenter de faire annuler la saisie. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On espère que cela aura aidé Dominique. L'adresse, si vous avez vous aussi un problème à nous soumettre, le 13H à vos côtés, @tf1.fr. Oui, par exemple, une question concernant le contrôle technique de votre voiture ou bien si une décision de votre commune vous étonne, n'hésitez pas, allez-y, envoyez-nous vous aussi votre question. Merci Valentin. Restez encore un peu et jouez avec nous. Essayez de deviner quel est cet endroit très atypique. Alors on dirait que Gaudi ou Picasso sont passés par là. C'est une cathédrale construite par un seul homme, un lieu complètement fou pour lequel des connaisseurs viennent de loin. Cécile Madronet et Pascal Chély nous le font découvrir en pleine campagne, dans le Berry. Partout où on met de l'œil, il y a quelque chose, quoi. C'est magnifique, c'est plein de couleurs. On ne s'attend pas à ça, cet endroit, niché dans un creux de forêt. Une pépite artistique au milieu de la forêt. Nous sommes dans la plus étonnante cathédrale du Berry. Ça me fait très enfantin et un peu de folie quand même. Vous voyez la cathédrale ou... Non. Non. Je vois pas la cathédrale. Non, ça, je vois pas la cathédrale, mais peu importe. Elle se contemple uniquement de l'extérieur et abrite toutes sortes de références religieuses. Peintre, céramiste, artiste aux multiples talents, Jean Linard a tout construit lui-même. Il a disparu il y a 15 ans, en laissant cette œuvre atypique. Regarde comment ça tourne, comment c'est beau. C'est comme les vitraux dans les églises, parce que ça brille et avec la lumière du soleil, ça fait pas la même chose. Je trouve que c'est un lieu très très vivant. J'adore les couleurs très vives. J'adore le fait d'être à ciel ouvert. En plus aujourd'hui il fait beau, on entend les oiseaux. Ça contribue vraiment à cette impression d'œuvre vivante. Depuis 3 ans, un couple de passionnés fait revivre la cathédrale. Chez nous, c'est la table 11. T'as une salade et une salade sans pois chiches. Charlotte y venait quand elle était enfant. Elle veut sauver ce patrimoine. Et vous savez, je viens de très loin. Oui. Carcassonne. D'accord. Hein, juste pour nous. Juste pour vous. Il y a des habitués qui viennent en terrasse et qui connaissent très bien la cathédrale en fait depuis très longtemps et viennent profiter du lieu autrement. La fréquentation progresse, mais l'entretien des bâtiments reste un défi. Il faut 1 million d'euros pour refaire les toitures. Le site est retenu pour le loto du patrimoine. Charlotte y voit une reconnaissance. On ne s'attend pas à trouver ça en plein cœur du Berry. C'est de l'art, je trouve, qui s'ouvre à un très large public, en fait. L'an dernier, 12 000 visiteurs ont exploré cette cathédrale, la plus haute du monde selon Jean Linard, qui lui donnait le ciel en guise de toit. Autre trésor de nos régions, la Camargue, où l'on peut approcher de très près les flamants roses. On en apprend vraiment beaucoup sur eux, sur leurs couleurs, sur leurs amours, sur leur fidélité. La zone possède aussi une sorte d'hôpital pour animaux sauvages. Nous partons pour une très belle balade avec Anaïs Kroutz, Philippe Fontalba et Sylvain Fargeau. Vue du ciel, ce sont d'immenses îlots de marécages. Mais pour des centaines d'oiseaux, c'est un paradis sauvage et préservé. Dans ce parc ornithologique, les hérons et les ibis viennent nicher chaque année. Mais c'est surtout pour lui que vient le public. On peut y passer la journée à regarder que des flamants roses. Ils nous captivent en fait. Son plumage coloré, ses longues pattes fines et sa démarche élégante, voilà pourquoi il fascine aussi bien les grands que les petits. Une qui se gratte et l'autre, c'est 2 papas. Tu vois, il y en a un qui est plus grand, celui de gauche est quand même beaucoup plus haut. Alors c'est pas énorme, mais tu vois, c'est un mâle. Et à droite, c'est une femelle. Frédéric, le directeur du parc, partage bien volontiers son savoir avec les visiteurs. Il observe et étudie ces oiseaux quotidiennement. On est tellement près, on va en profiter.
Certains sont équipés de bagues, une sorte de carte d'identité, attachée à leurs pattes. Donc c'est X bar JSZ et ça se lit de haut en bas. A priori c'est un flamand espagnol. Ah, on pourrait presque la lire à l'œil nu. Ici, 2 couples de flamands, parfaitement synchronisés. C'est vraiment un trait caractéristique des flamands quand ils sont en couple. Ouais, ils sont très très proches, ça dure à peu près la saison de reproduction, donc entre 8, 9, 10 mois grand maximum. Mais pendant ce laps de temps des amours, je dirais, ils sont extrêmement fidèles et très très liés surtout. Grâce à leur numéro, les ornithologues peuvent suivre tous leurs déplacements. Donc lui, il s'appelle Tom Tom et il est né en 2000. Il est plutôt casanier. Hein. Ah, c'est un casanier là? Il a été pas mal vu. Alors, il a été vu 390 fois à Pont de Gau, niché en Algérie en 2011. Très certainement que là, il était en couple avec une Algérienne. Des informations précieuses pour mieux comprendre le comportement des flamands et permettre aux visiteurs de devenir un peu plus spécialistes. On se demande pourquoi ils ont cette couleur-là, mais je pensais qu'ils mangeaient des petites crevettes. Donc là, j'ai appris que c'était pas des crevettes, mais que c'était du plancton. Pas de différence de plumage, que ce soit femelle ou mâle. Là, oui, parce qu'en général, c'est toujours la femelle qui est plus belle. C'est magnifique et c'est tellement reposant. Et puis, il y a plein de questions à poser. Pour Frédéric, la journée continue loin du public. Car cette réserve naturelle est aussi un hôpital pour oiseaux sauvages. Elle a une petite plaie, t'as vu, sur son bec. Ouais, je vois. Voilà, donc elle va beaucoup mieux, mais voilà, elle a quand même besoin de soins. Ce centre recueille 500 animaux blessés chaque année. Comme cette chouette hulotte tout juste âgée de quelques semaines, trouvée au sol par des passants. Elle a perdu pas mal de peau. Après, c'est propre, c'est sain. Le but, c'est quand même de ne pas les imprégner. Donc, on fait très attention quand on les nourrit, quand on les manipule, parce qu'il ne faut pas qu'ils s'habituent trop à l'homme. Mais on va pouvoir les passer en petite volière, puis en plus grande, jusqu'à ce qu'elles se musclent et qu'elles apprennent à voler et puis à pouvoir se débrouiller toutes seules. Elle a bien grossi, hein. Elle pourrait retrouver la liberté dans quelques mois. Dans les profondeurs des marais camarguais, c'est une autre espèce qui intéresse beaucoup les biologistes. Et on va voir si on a des anguilles. Grâce à leur embarcation, les chercheurs remontent les filets qu'ils ont positionnés au cœur des lagunes. Une jolie petite anguille, une petite anguille jaune. Hop. On récupère que les anguilles. On les met dans ces petits filets-là. Ces poissons longs et luisants sont étudiés depuis plus de 20 ans, car ils parcourent plus de 7000 km pour rejoindre précisément ces cours d'eau. Qui nous arrive de quelque part au large des côtes de la Floride. Ça ressemble à des petits filaments transparents, les cibelles. Et ensuite, elles vont s'installer ici en Camargue pour plusieurs années, pour grandir. C'est parti, au labo. Une fois revenus au laboratoire, les anguilles sont plongées dans un bain anesthésiant. En quelques minutes, en fait, elles vont s'endormir. Pour pouvoir être mesurées, analysées 620 argentés. Et pour certaines, équipées de puces électroniques. Dans cette pièce qui ressemble à une salle d'opération, Samuel réalise l'intervention. Donc là, je vais pratiquer une petite incision dans la paroi abdominale, tout simplement pour insérer la puce, qui va permettre une identification. Un marquage qui va ensuite faciliter le suivi des anguilles lorsqu'elles retourneront en mer pour se reproduire. Ce numéro va être détecté aux endroits stratégiques de passage et nous permettra de savoir par où elle passe. C'est aussi un enjeu de connaissance pour la sauvegarde de cette espèce parce que c'est une espèce qui est quand même en danger critique d'extinction. La Camargue, un refuge pour des centaines d'espèces, notamment grâce aux passionnés qui la protègent. Magnifique Camargue. Si je vous dis à présent qu'une vallée du bijou se cache quelque part en Ardèche, des artisans y travaillent pour des très grandes maisons, pour des clients très fortunés. Ils entretiennent un savoir-faire d'exception dans des ateliers où les règles ont bien changé. Reportage de Florian Chevalet et Brice Jaurès. Pour comprendre l'origine de la vallée du bijou, il faut remonter 150 ans en arrière. Début de journée les filles, au travail! Nous sommes au 19e siècle. Il est 6 h du matin. Les ouvrières de l'usine Murat, premier atelier de bijoux dans la vallée, arrivent au travail. À l'époque, les règles sont strictes. Un retard de 1 minute, c'est un quart d'heure qui est retiré de la paye. Il est absolument interdit de discuter sur toute la journée.
Et voilà à quoi ressemblait l'usine et ses employés. 200 ans plus tard, installés dans ce lieu qui n'a pas pris une ride, Marlène et Pauline, 27 ans toutes les deux, utilisent un savoir-faire qui a traversé les siècles. Alors là, je suis en train de faire fondre le métal. Je vais le monter à 900 degrés, son point de fusion. La pièce est aplatie, puis refroidie, avant d'être sculptée. En fait, je vais la mettre en forme. Donc là, je fais un anneau. Bagues, pendentifs, colliers, leur travail est exposé ici. Une fierté pour Pauline, originaire de la région lyonnaise. On fait tout de A à Z, on choisit pas la facilité, quoi. Et puis, on propose aussi un produit qui dure dans le temps, finalement. Durer dans le temps, c'est l'exploit accompli par cette vallée. Il reste 8 fabricants de bijoux, 250 employés, installés ici à l'origine pour profiter de la puissance de l'Eyrieux, la rivière qui borde les villages. L'eau, c'est l'énergie de l'époque, en fait. Donc ça permettait de faire tourner les machines. Donc toutes les usines, en fait, dans l'Ardèche, elles sont installées au bord de l'eau. Victimes de la concurrence étrangère, beaucoup d'ateliers ont fermé ces dernières années. Mais la vallée a des ressources. Elle retrouve un second souffle grâce au marché du luxe. Pour des raisons de sécurité, vous ne verrez pas les visages de ces ouvriers. Ils travaillent des pièces d'exception pour des clients prestigieux, un nouveau marché et des entrepreneurs qui s'installent dans la région. On vient chercher dans la vallée du bijou des artisans qui ont tout autour d'eux un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère, une tradition de fabrication de bijoux. Et qui mieux que la famille Rochette pour parler de cette tradition? Mathieu est la 5e génération de bijoutiers. Mes parents habitaient en dessus. Quand je descendais faire un peu, comme disait l'imbécile dans l'atelier, je regardais les gens travailler, ça me plaisait. Aujourd'hui, il est spécialisé dans la réparation de bijoux anciens. Il reproduit les mêmes gestes que son père. Il est meilleur que moi. La soudure, je n'ai jamais été bon. Et de son arrière-grand-père avant lui. Il y a ton arrière-grand-père. Le fondateur, il est là, derrière. Louis Chaput, qui était venu en 1906 s'installer. C'est une histoire de famille. Une histoire de famille, si bien résumée, le secret de la vallée du bijou. Allez, joli rebond pour la bourse de Paris à l'heure qu'il est. Elle est en hausse, plus 2,08% à presque 7500 points. Sur notre plateforme TF1+, rubrique Top Info, je vous signale ce dossier spécial sur la mort du pape François et ses obsèques à venir samedi. Ce soir à 20h, ce sera bien évidemment le journal de Gilles Boulot. À suivre tout de suite la météo d'Evelyne Delia, puis votre feuilleton, Plus belle la vie, encore plus belle. Je vous souhaite un très bon après-midi et je vous dis à demain, 13h.